Bonjour à tous, puis bienvenue à ce webinaire. On va parler ici de conseils et d'astuces pour les simulations horlogères. Donc à l'agenda, je représente ici ce qu'on a mis sur notre site pour le descriptif de cette séance. L'idée, pour le résumé, c'est déjà de traiter des cas standards, montrer un petit peu pour ces cas standards comment aller plus vite, comment être plus efficace. Quand il y a des personnes qui ont suivi parmi vous, nos formations il y a 3 ans et plus, il y a des choses qui ont changé donc j'aimerais juste revenir, sur les recommandations les plus actuelles. Au-delà des cas standards, on va essayer d'aller plus loin avec des options plus avancées, hein, pour creuser un peu plus au niveau de l'analyse et puis d'élargir l'analyse à d'autres cas, de pratique qui sont pas forcément plus complexes, mais qui changent un petit peu, des habitudes et surtout qui répondent à un besoin, de plus en plus actuel ou de plus en plus standard dans le domaine horloger. Donc vous verrez quelques exemples, voilà qui sortent un petit peu du quotidien des ressorts là-dedans. Puis j'espère que ça répondra à vos attentes et que ça pourra vous inspirer ou vous rendre plus efficace dans la pratique. Donc là, on va commencer, tout de suite dans le vif du sujet. Je vois que le nombre de participants continue à monter, donc c'est pour ça que j'ai essayé de temporiser un petit peu. On va maintenant se lancer sur l'exercice, je pense, le plus standard. Donc un ressort horloger, en tout cas standard côté mouvement, de regarder comment on met ça en place. J'ai mis pour moi une liste de notes de choses que je souhaite montrer, puis je vais ouvrir tout de suite un modèle et présenter en tout cas les recommandations que je donne actuellement, en formation. Au niveau des recommandations, on va passer du haut vers le bas. Donc en général, quand on importe, ici notre géométrie, on va modifier le modèle. Quand on l'importe, c'est ça qu'on a à l'écran. Si on n'a pas modifié la géométrie, étant donné que tous les ressorts dans le monde horloger sont précontraints, on va avoir ici, le bout du ressort, les zones d'appui qui vont pénétrer à l'intérieur, des dents. Donc la recommandation que l'on donne ici, c'est pas de modifier la géométrie dans Creo ou dans Inventor ou dans SolidWorks, mais de le faire directement dans Mechanical. On va essayer de se retrouver dans une situation initiale où le ressort est en contact quasi parfait avec les dents. Je dis quasi parfait, on va toujours privilégier une petite pénétration en un petit jeu. Un petit jeu, c'est dangereux pour la convergence, une petite pénétration, ainsi c'est complètement capable de le gérer. On verra même après dans les options avancées comment faire en sorte qu'un ressort se positionne automatiquement sans avoir à réaliser ces manipulations géométriques. En tout cas, la recommandation la plus standard, dès qu'on peut se le permettre, c'est comme dit de modifier la géométrie depuis Mechanical et pas depuis les outils SAO que vous connaissez. Pour, pouvoir modifier cela, on a dans modèle, clic droit, insertion, vous verrez transformation de pièces ou part transform en anglais. Celle-ci vous permet de modifier vos composants. Donc je ne sais plus lequel j'avais désactivé, je vais regarder ici, c'était celui-là. Donc on choisit une pièce et par rapport à un système de coordonnées que l'on a préalablement défini, on peut décider de le déplacer en X, en Y ou bien, de le faire tourner. En l'occurrence, il y a eu le choix de le faire tourner pour qu'il soit en contact sur une seule dent et pas sur deux. Comme dit précédemment, on va essayer d'avoir une petite pénétration plutôt qu'un petit jeu. Ensuite, on fait un clic droit, transformer la pièce, et dans notre géométrie, on a bien notre CAO, notre géométrie qui a été modifiée. Il s'agit ensuite, dans les conditions limites, de réserver un premier temps pour mettre en place la précontrainte du ressort. Dans cette précontrainte, on va la faire à travers cette fois-ci les outils de simulation que l'on connaît, en l'occurrence ici la rotation inverse. Donc si j'ai décalé bien de 0,9 tout à l'heure, il faut que je décale de 0,9 ici. Donc là, je vois que j'ai fait un petit peu trop loin, donc je vais faire -0,9, -0,9. Ça me permet de valider mon modèle, vous voyez. Modification géométrique de 0,9 et ensuite dans la simulation, on fait la même chose avec le signe moins. Et puis dans un deuxième temps, on fera tourner la roue. Au niveau, donc ça c'est 1re recommandation. Au niveau des contacts, ce que l'on préconise, c'est toujours le ressort côté, contact et côté cible ou target en anglais, l'autre composant et de, bien aller choisir, l'option mettre à jour la raideur à chaque itération rigoureux ou en anglais each iteration aggressive. Les les anglophones sont agressifs, les francophones sont rigoureux dans le monde d'Annecy, pardon.
à minima. Donc faites attention à la différence de traduction, mais c'est la même option ici. Il n'y a pas besoin forcément de jouer avec les rigidités. Dans le passé, on mettait toujours du 0,1 ou du 0,01. Là, ici, j'avais joué avec la raideur pour montrer qu'on pouvait monter. Ça posait pas de souci de convergence, mais avec un facteur 5. L'idée, moi, ce que je recommande ici, c'est plutôt de laisser un facteur 1 et ensuite de laisser cette option chaque itération rigoureux gérer la rigidité qui est requise. Ce facteur agressif, ce mot agressif ou rigoureux en français, ça signifie juste qu'en 6 a les pleins pouvoirs sur la détermination de la raideur de contact nécessaire au calcul et on va le laisser faire parce qu'il le fait très bien. Voilà. Au niveau du maillage, je vois beaucoup de gens qui mettent des dimensionnements avec des millimètres par-ci, par-là, sur chacune des arêtes. La recommandation qu'on peut donner de manière quasiment systématique, en tout cas en 2D, c'est de venir utiliser les options de courbure ou curvature en anglais et de proximité ou proximity en anglais. La proximité, à partir du moment où on l'a activée, elle nous laisse la possibilité de demander le nombre d'éléments dans l'épaisseur que l'on souhaite. À partir du moment où on choisit que l'on veut 3 éléments entre les faces, eh bien, on aura, comme ici, automatiquement 3 éléments dans l'épaisseur ou la largeur de la lame. Donc ça nous permet comme ça de contrôler exactement ce dont on a besoin. De la même manière, la courbure, recommandation en 2D, on va demander du 10 degrés. En général, c'est là où il y a les concentrations de contraintes. C'est là aussi où on a besoin de pas mal d'éléments pour la gestion des contacts. Et bien, naturellement, tous les 10 degrés, on aura un élément. Alors, pour en avoir plus, on aura au moins un élément tous les 10 degrés. Si jamais vous trouvez que par endroit, ça mène à des éléments trop petits, vous avez un garde-fou qui est ici cette taille minimale pour la courbure ou cette taille minimale pour la proximité. En quoi c'est un garde-fou? L'idée, c'est que il va respecter votre critère de 3 éléments dans l'épaisseur ou de 1 élément tous les 10 degrés, sauf si cela mène à des éléments plus petits que votre taille minimale que vous avez indiquée. Voilà, au niveau des paramètres d'analyse, de bien se rappeler, eh bien, tout d'abord d'activer les grandes déformations et aussi de demander des sous-incréments. Donc les sous-incréments, les recommandations en 2D qu'on donne systématiquement, c'est 20, 10, 1000. Si vous avez ici une simulation auquel il faut monter une dent, passer le sommet de la dent, redescendre la dent, moi j'aurais plutôt envie de vous recommander de voir ça comme 3 phases, donc de demander 60, 30, 3000. Donc c'est toujours la même recommandation, 20, 10 000 par étape que l'on fait. Et quand on fait ça, ça marche plus de 9 fois sur 10, même beaucoup, même encore plus que cela. Donc voilà pour la paramétrisation. Donc grand déplacement, demander de sous-incréments, chaque itération rigoureux, courbure et proximité, et gérer les précontraintes initiales à travers cette transformation de pièces. Et à partir du moment où vous réalisez cela, en principe, vous arrivez à calculer de manière extrêmement efficace. Je vais juste regarder au niveau des aspects que je voulais traiter ici. Donc, si vous souhaitez exporter une déformée à la fin du calcul, il vous suffira de faire un clic droit sur le modèle et puis de cliquer sur export déformé. Alors là, je vais lancer le calcul et pouvoir le faire avec vous. Je ramène le modèle. J'ai pas pris le bon, m'excuse. J'en ai une dizaine d'ouverts. On va les passer à travers les uns après les autres. Ah, mais d'ailleurs, je vais relancer le calcul pour voilà. Vous montrer, n'oubliez pas dans solution, si vous faites un clic droit pendant le calcul, vous pouvez mettre ici déformation et regarder en direct quelle est la déformation de votre ressort. On refait un clic droit, mettre à jour de manière automatique. Et là, on va voir apparaître en direct ce qui est en train de se passer au niveau de notre sautoir. Donc la mise à jour automatique se fait tous les 2,5 secondes. Donc tous les 2,5 secondes, Ansys demande au solveur s'il n'y a pas un résultat de disponible. S'il n'y en a pas, bah, il reste bloqué sur l'image. Et s'il y en a eu plein, bah, il vous montre le dernier qui était disponible au bout de 2,5 secondes. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir regarder que tout se passe comme on le souhaitait, notamment pour des calculs qui sont assez longs.
Bien entendu, ça n'empêche pas de regarder dans l'information sur la solution comment la convergence se passe. Plus on a de traits verts, mieux c'est. Plus on a de traits rouges, plus c'est qu'il y a des problèmes de bisection et donc de convergence. Et ça permet aussi d'évaluer comme ça eh bien, la qualité de la convergence. Ici, on a un calcul qui a pris 1 minute et 20 secondes. Sur ce système-là, on va en ressortir les graphes comme d'habitude hein, de contraintes. Le diagramme ici du moment en fonction de la rotation, avec un couple négatif, je fournis un couple pour tourner la roue, et puis au bout d'un moment, le couple est positif, c'est-à-dire je dois venir freiner puisque mon sautoir devient moteur. Au niveau des résultats que l'on peut obtenir, des choses qui peuvent être intéressantes, c'est quand vous demandez les contraintes maximales principales, ça va être les zones de traction qui vont apparaître ici, qui vont être maximales quand on est sur le dessus de la dent. Ça permet de comprendre qu'est-ce qui est réellement en traction. Donc, au lieu de demander uniquement des contraintes équivalentes, on peut aussi demander cela. De la même manière, quand vous demandez vos contraintes, n'hésitez pas à demander les vecteurs principaux. Les vecteurs principaux, vous allez avoir ce graphe-là qui apparaît, enfin ces vecteurs. Partout où c'est rouge, c'est de la traction, partout où c'est bleu, c'est de la compression. Ici, c'est assez logique, mais en attendant, dans certains cas, ça peut vraiment permettre de mieux comprendre comment travaille la pièce. On voit ici les zones de compression avec la pression hertzienne, et puis ailleurs, on va avoir ici de la traction. Ça donne une bonne image de ce qui se passe. De la même manière, quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, c'est la possibilité de jouer avec toutes ces options-là pour la visualisation et notamment le Capt ISO Surface. Vous allez pouvoir demander, si je vais par exemple dans les contraintes, je vais mettre ici. Si je demande tout ce qui est en dessous d'une certaine valeur, vous allez voir, je modifie ici mon curseur. Et là, vous avez toutes les contraintes équivalentes qui dépassent 212 mégapascales. Comme ça, on peut voir qu'est-ce qui dépasse 212 mégapascales. En l'inverse, si je clique sur Top, je peux voir tout ce qui est en dessous de 212 mégapascales. Donc ça, c'est une option qui est assez intéressante pour se représenter le volume qui dépasse un certain seuil. Cette notion de volume peut être intéressante dans certaines analyses, peut-être aussi par exemple sur des saphirs, puisqu'il y a un aspect un peu stochastique sur les saphirs en termes de casse. Donc on pourrait regarder quel est le volume de matière qui dépasse un certain seuil grâce à ces options-là. J'étais parti sur l'export, je l'ai oublié entre-temps. Clic droit, export, j'exporte en fichier STL. Si je fais ça, ça exporte ce que j'ai à l'écran. Donc si je suis à l'échelle 12, ça exporte à l'échelle 12. Si j'ai qu'une seule pièce, ça exporte une seule pièce. Si j'ai fait ici ce Capt ISO, je vais avoir que le modèle partiel qui est exporté. Si j'ai fait afficher les épaisseurs, comme ici, j'ai un STL avec une épaisseur. Donc on exporte vraiment ce qu'on a à l'écran et on pourra le lire à travers une CAO pour avoir comme ça les différentes déformés, l'intégrer dans votre CAO, dans le calibre, pour voir s'il n'y a pas des chocs avec les pièces environnantes. Voilà un petit peu pour les conseils. Je pense que ces conseils-là, ils sont valides pour l'essentiel des cas d'application que vous avez en mouvement. Et puis je vais en rester là. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne promets pas d'arriver à les lire toujours à temps, entre les 10 modèles ouverts, le PowerPoint et la fenêtre Teams. Mais je vais faire au mieux et dans tous les cas, à la fin, je passe à travers. Une question qui vient régulièrement, c'est celle, bien de, l'usure. On nous demande comment est-ce qu'on peut traiter l'usure. Alors nous, on propose 3 niveaux de traitement de l'usure pour pouvoir travailler là-dessus. Un premier niveau qui serait le même niveau que l'outil fatigue, à savoir uniquement de l'évaluation de résultats sans réaliser de calcul. Je vous montre ça juste après. Un deuxième niveau qui consiste à mettre en place une loi d'usure. On peut faire ça avec ANSYS. Je vais vous le montrer sur ce même exercice. Et un troisième niveau où on viendrait programmer notre propre loi d'usure. Donc on n'utiliserait pas la loi d'Archard, mais quelque chose que l'on a décidé de mettre en place sur la base de sa propre expérience. Pour la partie évaluation de résultats sans calcul supplémentaire, à la manière d'un outil fatigue, eh bien, en fait, la loi d'Archard, elle dit qu'on va s'user beaucoup plus si on a des grosses pressions de contact, mais aussi si on a des grosses vitesses relatives d'un corps par rapport à l'autre. Eh bien, sachez qu'avec ANSYS, on peut demander à obtenir au niveau des contacts, le compte presse, ce sont les pressions de contact, et on peut lui demander aussi les vitesses relatives. Donc des choses qui ne sont pas forcément connues de tout le monde. Quand on va dans l'aide, je l'ai ouverte ici, on va dans l'aide, on va dans le partie Mechanical APDL, Element Reference. Vous allez voir le nom des contacts. Ici, je clique sur le contact 174, par exemple, ça pourrait être d'autres contacts.
Si je déroule là-dessous, je vais avoir plein d'options, c'est-à-dire il y a plein de choses plus avancées que l'on peut activer par script et qui ne sont pas forcément intégrées dans N6. Et de la même manière, on va pouvoir voir un petit peu plus bas des résultats qui sont disponibles et à travers eh bien, des résultats définis par l'utilisateur et qui apparaîtraient pas par l'interface graphique. Un de ces résultats là-dedans, ça va être justement la vitesse relative que l'on pourra demander à différents nœuds I, J, K et L qui vont correspondre aux 4 nœuds de notre élément tel que vous le voyez ici. Donc, ce que je vous passe là, ce sont les équations en 2D et en 3D pour demander les vitesses relatives d'un corps par rapport à un autre. Une fois qu'on a tout ça, on peut recréer notre loi d'Archar en mettant je fais ma vitesse relative multipliée par la pression divisé par une dureté fois un coefficient K, c'est l'équation d'Archar. Comment mettre ça en place? Je reviens sur le modèle que je vous ai présenté, modèle A ici. Je l'ai mis ici. Donc, on va créer un résultat défini par l'utilisateur et on écrit là notre équation, tout bêtement. Il n'y a rien de plus que cela à écrire. Et on obtient là-dessus, je vais sortir de cette géométrie extérieure, parfait. Et on obtient là-dessus eh bien, notre résultat, la courbe d'usure attendue. Où est-ce que l'usure va être la plus grande? C'est pas forcément là où la pression de contact va être la plus grande. C'est pas forcément là où la vitesse relative va être la plus grande. C'est là où le facteur vitesse relative fois pression de contact va être la plus élevée. En l'occurrence ici, ça va être dans cet endroit-là et on peut le visualiser. Après, on pourrait faire un travail pour essayer de la minimiser avec une approche relative ici. Donc ça serait la première approche qui est simple, qui nécessite aucun calcul supplémentaire. Deuxième approche, ce serait celle de simuler l'usure. Alors celui-là, je l'ai sur un autre modèle de sautoir, c'est le modèle B. Ici, il est en train de s'ouvrir, il arrive là. Donc sur ce modèle d'usure, on l'a mis en place avec APDL. Et ici sur la vidéo, j'espère que même avec la connexion internet, ça se voit. Je vais peut-être faire une pause, l'amener. Là, ce qui se passe, le taux d'usure est calculé de la même manière que tout à l'heure et ANSYS va enlever une épaisseur qui correspond à ce taux d'usure qui a été calculé. Comme ça, on modifie la géométrie en temps réel, ça va modifier les précontraintes, ça va modifier les zones d'appui, ça va modifier les normales de contact. Donc, on va pouvoir réellement voir l'influence de l'usure sur le comportement du système. J'espère que vous pouvez voir comme ça les nœuds qui se déplacent hein, au fur et à mesure de la simulation. Je le refais. Voilà. Donc, avec les nœuds qui se déplacent ici. Donc ça, c'est un script APDL à rajouter et ça permet, on le voit ici, il faut l'activer aussi au niveau des contacts tout là-haut et ça permet de travailler sur l'usure. On travaille plutôt par des métacycles, enfin, on peut discuter de ça ensemble s'il y a des questions là-dessus. Voilà. Et puis la dernière méthode, ça serait de créer son propre modèle d'usure. Il faut savoir qu'au niveau des contacts, on peut tout personnaliser. On peut personnaliser les lois de frottement, on peut personnaliser les lois d'usure. Ça se fait par programmation avec ce qu'on appelle des UPF, c'est du Fortran derrière. Et puis chaque fois, on a une formation d'une journée pour savoir utiliser Fortran pour ces cas d'études-là. Donc n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a besoin là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour le cas, on va dire, standard, les réglages standards, comment aller plus loin avec l'usure. Et maintenant, j'aimerais montrer des systèmes un petit peu plus complexes, avec des pièces embarquées ou plus de pièces, simuler le mécanisme entier. Le message ici, c'est que ANSYS, c'est très bien pour faire un ressort avec une roue, un ressort avec une goupille, mais ça ne s'arrête pas là. Il ne faut pas hésiter à augmenter le nombre de pièces s'il y en a réellement besoin dans l'étude que vous réalisez. S'il y a des de modification de comportement parce qu'il y a plus de pièces et donc vous avez besoin de simuler cela, eh bien vous bridez pas, c'est possible et puis je vais vous montrer quelques conseils pour le réaliser. Les deux premiers conseils vont parler ici de ce système de bascule avec un ressort embarqué. Le ressort embarqué, il y a deux complexités ici. On va avoir la lame du ressort qui doit être précontrainte par la goupille. Donc notre technique de déplacer le ressort pour éviter une pénétration initiale au début, ne fonctionne pas là, puisqu'on doit gérer le contact à la fois au niveau de la goupille et à la fois au niveau de la roue avec les dents de loup. Donc, il nous faudrait une autre solution. Cette autre solution, elle existe depuis la version 2020. Il y a possibilité avec ANSYS de ne rien faire et que le solver seul
comprennent qu'il faut remonter la lame au-dessus de la goupille. Donc ça, c'est possible depuis qu'Ansys a rajouté un effet de rampe sur la rigidité de contact qui nécessite un petit script, c'est très simple, rmodif, cid, 30-1, et ça fait ça de manière automatique. Donc ça, c'est quelque chose que je vous encourage à utiliser. On va venir maintenant sur le modèle pour qu'on ait quelque chose de plus concret. Donc ce modèle de bascule, je l'ai ouvert ici, voilà. Donc comment ça se met en place? Au niveau de notre contact, on va venir clic droit, insertion, commande, et on n'écrit rien d'autre que rmodif cid 30-1. Au niveau des réglages de contact, on fait comme d'habitude, chaque itération rigoureux ici. On va par contre activer un effet de rampe pour qu'il puisse sortir progressivement. S'il n'y a pas d'effet de rampe, il veut sortir d'un coup de notre goupille. Notre goupille ici, vous voyez que je l'ai supprimée. Je pourrais la mettre, la goupille, mais c'est pas pratique, c'est pas la recommandation qu'on donne. La recommandation qu'on donne, c'est regardez, je vais définir le contact entre la lame et l'alésage. Vous allez dire entre la lame et un trou, ça fait pas sens. Eh bien, dans le monde de la numérique, ça peut faire sens. À partir du moment où on va venir, regardez la dernière option ici, inverser les normales du côté cible, du côté target. Ici, j'ai des normales au niveau de la ligne bleue qui vont vers l'intérieur. À partir du moment où j'inverse les normales, ces normales vont venir vers l'extérieur. C'est-à-dire que d'un trou, Ansys va maintenant se dire que ce n'est plus un trou, mais une goupille. Et là, ça permet d'alléger les calculs, ça permet d'éviter d'avoir après à mettre en contact lié totalement de la goupille avec la bascule, etc., etc. Donc la recommandation, on définit les contacts avec les trous dans lesquels sont les goupilles on ne les met pas, et on inverse la normale côté cible. On fera bien attention d'avoir une sphère de recherche au niveau du contact à travers le pinball. Là par défaut c'était suffisant, mais ça pourrait ne pas être le cas. Donc un pinball assez grand pour qu'Ansys comprenne que les petits nœuds rouges ici voient qu'ils sont passés à travers l'arête bleue tout en haut. Et puis ça va fonctionner automatiquement. Voilà. Donc ça, c'était la première difficulté, comment gérer cela. Et la deuxième difficulté, c'est comment créer une liaison pivot entre notre ressort et notre bascule. À des fins pédagogiques, j'ai modifié le diamètre, donc il y en a 2 diamètres ici, pour qu'on puisse voir ce que l'on va faire. Et en fait, on va créer un nœud distant qui est accroché au ressort, un nœud distant qui est accroché à la bascule. Vous voyez, je les ai créés dans nœud distant ici, ils sont tous les deux au même endroit. Puis quand on fait clic droit sur statique structurale insertion, on va pouvoir créer des équations de contrainte. Et là, notre équation de contrainte, on lui dit, je prends le x de mon nœud distant accroché au ressort, et il doit être égal au x du nœud distant de la bascule. Donc quand ma bascule se déplace, mon ressort doit se déplacer de la même valeur au niveau de ces nœuds-là. On voit ici l'équation, hein, 1 fois x plus moins 1 fois x égale 0. C'est la même chose que dire l'x de l'un égale x de l'autre. On fait pareil pour la direction y, et la rotation RZ, on lui dit rien, elle est libre. Comme ça, on est sûr que nos deux nœuds distants resteront toujours ensemble au même endroit, où que ce soit dans l'espace, mais que leur rotation soit libre. On a donc créé comme ça une pivot parfaite. Et on obtient eh bien, nos résultats. Je vais faire un petit zoom juste après. Donc, on voit bien que là, la lame, elle ressort toute seule. Paf. Et ensuite, on met en place eh bien, nos différents cas de charge avec les rotations. Puis il y a tout qui fonctionne ici. Et c'est un calcul qui a pris 1 minute et 28 secondes, donc c'est pas plus long que ce qu'on a fait précédemment. Il y a plus de pièces, mais c'est pas plus long. Voilà, donc là j'ai pris un petit peu de temps pour expliquer ces choses-là. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour la suite du webinaire, sinon j'aurai pas le temps de tout traiter. Et on va partir maintenant sur eh bien, un système de tirettes en 3D. Donc, je vous le présente ici à l'écran. Ce système de tirettes, il a la particularité, comme l'essentiel système de tirettes, d'avoir un appui en Z. Donc il va falloir déformer la pièce pour qu'elle vienne appuyer en Z sur la face au-dessus. Comment réaliser cela? Eh bien, ma proposition, c'est directement, comme si on le faisait dans la vraie vie, venir avec une sorte de Bruxelles virtuelle, attraper cette arête, la déplacer
de telle sorte à ce que notre encoche vienne contre la goupille. Encore une fois, privilégier une petite pénétration finale qu'un petit jeu. Et ensuite, on va venir, clic droit, désactiver la bruxelle. On le voit ici en turquoise. On relâche la pièce et elle va se mettre proprement en contact. Pour cela, on n'oublie pas d'avoir initialement désactivé le contact et on le réactive en même temps qu'on désactive la bruxelle. Et puis on obtient le résultat que l'on a là. La pièce qui sort, ensuite on la lâche, elle va se positionner comme il le faut, voilà, elle vient de le faire. Et après, on va venir tirer notre tige. Et puis il y a plein de pièces, mais il y a tout qui marche. Alors là, les temps de calcul sont plus longs, bien entendu, puisqu'on est en 3D. On est sur 1 heure et quelques de calcul, 1 heure et demie. Et on n'oubliera donc pas de demander dans les fichiers de redémarrage, dans le Restart Controls, des points de redémarrage au cas où ça diverge. Donc redémarrer cela, comme ça, quand si ça diverge sur la fin, on peut toujours recommencer du dernier calcul ou de l'avant-dernier calcul avec plus de sous-incréments. Et a priori, ça devrait marcher. Si la 3D, vous trouvez ça trop long d'attendre 1 heure, eh bien vous passez en mode 2D. Il n'y a pas de souci de mettre toutes les pièces les unes sur les autres. Et la tirette en 2D, je vais vous la présenter tout de suite. Elle est ici. Ça fonctionne de la même manière que précédemment avec notre RModif CID 30-1 pour récupérer les interfaces. Ça représentera peut-être mieux sur ce graphe-là. Voilà. Ici, il y a une petite subtilité pour que ça fonctionne bien. J'ai dû modifier le rayon de recherche des contacts. On pourra en parler ensemble pour ceux que ça intéresse. Pourquoi j'ai dû faire ça? Quand il y a un gros rayon de recherche, quand on passe les différents crans, le logiciel se demande s'il ne faudrait pas faire un saut jusqu'au cran suivant. Donc il faut avoir un gros pinball au début pour récupérer l'interférence, puis un petit pinball plus tard, de manière à bien épouser la forme des différents crans dans la recherche du contact. Pour cela, on passe à travers une petite commande qu'on active qu'au temps numéro 2 et on va modifier le pinball à travers cette commande-là, uniquement à partir du temps numéro 2. Voilà, donc je pense que maintenant vous savez tout pour les cas. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions plus complexes ou autres à revenir vers nous là-dessus. Mais le message, c'est n'hésitez pas à simuler des systèmes plus complexes. L'outil est fait pour, il y a 2-3 choses à savoir, je viens de vous les montrer, il y a rien d'autre à ma connaissance. Heu, Si ça pose souci, vous nous dites et on regarde ensemble. On passera de la documentation dessus. Au niveau des pierres, non des roues chassées sur les axes, petite recommandation là-dessus aussi, si on veut connaître le couple transmissible autour d'un axe, eh bien, la recommandation que l'on donne, c'est de modéliser ici le contact avec la pénétration initiale et ensuite, dans le premier pas de temps, on va tout simplement récupérer cette pénétration initiale pour que le diamètre intérieur du rouage, le diamètre extérieur de l'arbre ne fassent qu'1 ensemble. Donc ça se fait automatiquement. Si on choisit l'option effet de rampe, ça se fait plus simplement, mais c'est pas grave si on laisse le défaut sans effet de rampe. Par contre, notre recommandation ici, c'est d'utiliser la formulation lagrangienne normale, qui n'est pas recommandée pour les sautoirs, etc. Donc, c'est peut-être nouveau pour ceux qui font du mouvement, mais ça vous permettra d'avoir une très bonne précision, tout en ayant des temps de calcul qui sont réduits. Au niveau de ce cas de figure-là, j'aimerais présenter une seule chose, qui n'est pas forcément connue de tous. Si vous voulez modifier la pénétration initiale, là, dans le modèle, elle était de 25 microns dans la géométrie, si on allait la voir. Eh bien, quand on définit le contact, on a la possibilité, tout en bas, d'ajouter un décalage. Ici, j'ai décalé de 15 microns. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour ANSYS, il voit bien que dans la géométrie initiale, il y a 25 microns de pénétration. Moi, je dis plus 15, donc il comprend qu'il faudra gérer le contact comme s'il y avait 40 microns de différence. Ça vous permet d'évaluer différentes valeurs de pénétration initiale sans avoir à retourner dans la géométrie, modifier la géométrie, recharger la géométrie, etc. Donc là, on gagne énormément de temps et on peut faire nos variantes extrêmement rapidement. Voilà, donc ça, c'était pour la partie, mouvement. Pour la partie habillage, je ne vais pas avoir le temps de le traiter en 1 heure parce qu'après on a toute la dynamique à faire derrière. Je vous présente juste un cas, on va dire habituel avec, peut-être un ou 2 conseils très rapidement. C'est cette, fameuse boîte en 2D ici. Donc l'idée côté habillage,
c'est de ne pas hésiter à mettre en place les pénétrations de pression pour pouvoir calculer aussi derrière, non pas seulement l'assemblage avec le chassage de glace, la compression du NBR, mais aussi de voir l'influence de la pression de l'eau sur le joint NBR qui ici venir se plaquer contre le diamètre intérieur de la rainure. On pourra comme ça en sortir des valeurs de pression de contact. S'il n'y a pas la pression de l'eau, on constate, si je fais un stop ici, on constate ici qu'on a des... Oh pardon, c'était la pression que je voulais. On constate qu'on a ici des pressions de contact sans la pression de l'eau qui sont dans les 0,5 mégapascal. Donc là, ça veut dire qu'on pourrait descendre qu'à 50 mètres de profondeur, on imagine. Mais en fait, si on va plus profond, l'eau va venir pousser le joint. Si je descends à 100 mètres de profondeur, je vois ici que j'ai des marges en termes d'étanchéité de 40% par rapport à 1 mégapascal, 10 bars, 100 mètres de profondeur. Donc plus je suis profond, plus je suis étanche. Donc n'hésitez pas à utiliser cela. Comme petit conseil que on donne régulièrement, c'est pour le chassage ici de glace, il a tendance parfois à se plisser cette titrelle parce que on est en adhérence totale. Dans la réalité, on ne peut pas être en adhérence jusqu'à des valeurs infinies. Il y a une valeur de cisaillement maximal au-delà duquel ça glisse, on appelle ça le taux max. Si vous voulez le modifier, la recommandation d'N6 de prendre la limite élastique divisée par racine de 3. Des recommandations de ce type, on peut vous en donner plein. On a une formation qu'on prépare là pour cette année d'une journée qui est dédiée aux joints. Donc première matinée, enfin la matinée, c'est la modélisation sur ce modèle que je viens de vous montrer, où on voit tout, le maillage, les contacts, ces conseils que je vous donne ici. On parle d'étanchéité pour montrer comment on met ça avec APDL. Et dans l'après-midi, on se focalise sur la matière. On donne des lois. Si j'ai une BR 70, qu'est-ce que j'utilise comme matière? Si j'ai une BR, comme loi matière, si j'ai une BR 60, 80, voilà, quelle courbe je peux mettre là-dedans? On regarde comment calibrer par rapport à des mesures aussi. On peut le faire avec Workbench, on peut le faire avec un 6 APDL, on traite de tout cela. On parle de viscoélasticité, viscoplasticité. Donc c'est l'idée d'avoir une journée très complète sur les joints. Si ça vous intéresse, dans le survey qu'on va vous envoyer à la fin, n'hésitez pas à dire que ça vous intéresse, même à faire des propositions de contenu. Et puis ça devrait sortir très prochainement. Voilà. Donc ça, c'était pour les cas, on va dire, usuels, trottoir, chassage, étanchéité pour l'habillage. Maintenant, dans les cas un peu moins habituels, toujours côté statique avant de partir sur la dynamique, c'est, par exemple, tout ce qui va concerner, la résolution inverse. Quand on va dans paramètres d'analyse, on peut calculer à l'envers, si j'ose dire, avec cette inverse option égale yes. Ça, calculer à l'envers, ça veut dire qu'on va donner à ANSYS la forme déformée que l'on souhaite, et ANSYS va nous dire la forme initiale qui est requise pour cela, sous le cas de charge établi. En l'occurrence, là, on voulait une bague qui permette de serrer, par exemple, un calibre, et qu'une fois que ce calibre est serré, que la bague soit parfaitement cylindrique. Donc, on définit ici les forces au niveau des points d'appui, les forces que l'on souhaite pour que ça tienne bien, et ANSYS nous calcule la forme initiale pour que ça soit rond à la fin. On peut faire le calcul inverse, enfin standard du coup après coup, en regardant ici de la géométrie initiale à la géométrie finale et de regarder si on a les mêmes forces qu'initialement. En l'occurrence ici, j'avais un petit décalage qui était lié au fait que j'avais pris toute la surface. Donc ma recommandation, quand on a des contacts à la fin qui doivent être linéiques, le long d'une ligne, quand vous faites votre simulation, ne le définissez pas sur la face, définissez-le uniquement sur l'arête centrale et comme ça vous aurez quelque chose de parfait dans votre étude. Donc ces problématiques là de positionnement, de préhension, de fixation, c'est des choses qui reviennent parfois dans le domaine horloger. Il y a un exemple aussi à l'H-Arc par David Weber qui est traité maintenant en formation avec une pièce flexible pour venir serrer eh bien une spire du spiral. Donc il y a plein de choses intéressantes à faire en simulation pour aider l'industrialisation là-dessus. De même que comprendre quelles sont les déformations sous les efforts d'usinage par exemple. Voilà. Dans les cas aussi qui sont souvent méconnus, si vous avez notamment pour de l'industrialisation des pièces fabriquées par injection, il y a possibilité d'importer toutes les caractéristiques d'injection calculées avec un MOLFlow, un MOLSIM, CALMOULD, etc.
Donc on peut importer les propriétés inhomogènes, inhomogènes anisotropes, pardon, qui proviennent de ces petites fibres. Donc il va y avoir une direction des fibres qui est importante, et nous on pourra calculer la propriété de la matière en tout point, en toute direction. Ça se fait de manière extrêmement simple, et il faut savoir que c'est disponible pour la statique et pour la dynamique. Il y a ici le process. Optimisation structurelle, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être parfois assez pratique quand on veut venir, faire de l'équilibrage. J'ai pris ici un système avec, une aiguille, une roue, un cœur. Cette aiguille, certes, elle a un bas lourd, mais on ne veut pas y toucher à cette aiguille, et il se trouve que le centre de gravité, il est quand même pas, exactement sur l'axe. Il est un petit peu décalé en X, vous voyez? Donc on va demander à ANSYS de réaliser une analyse d'optimisation structurelle. Pour cela, à ANSYS, on lui demande, eh bien, de prendre en compte la gravité, les couples de torsion à travers une analyse, statique, et ensuite, on va lui faire un lien vers une analyse structurelle en termes d'optimisation. C'est ce qui est ici à l'écran. Premier cas de calcul, gravité et un petit couple, on s'en fiche de la valeur. Il faut qu'il comprenne où est-ce que ça travaille, et à partir de ça, on peut optimiser pour conserver les rigidités, mais calibrer le tout pour que le centre de gravité soit sur l'axe central. Donc c'est ANSYS qui va creuser notre roue, ici, pour que le centre de gravité soit quasiment sur 0. Le conseil que je peux vous donner si vous réalisez cela, c'est pour qu'il y ait une bonne précision là-dessus, de demander au niveau du solveur une précision accrue. Par défaut, elle est beaucoup plus élevée, elle a 1 E-2%. Il faudrait la mettre au moins à E-4%. Et à partir de cela, vous aurez quelque chose de très réaliste. Si vous exportez en STL la géométrie, refaites une géométrie pleine, à partir de ce STL, vous verrez que vous retomberez sur ce qu'ANSYS avait calculé. Il y a une question d'ailleurs que je viens de voir sur les STL. Moi, je ne conseille pas de convertir les STL en pièces, en volume, parce que les STL, c'est toujours plus léger que quand on fait la conversion vers des pièces pleines. Donc conserver les STL, ça devrait être en principe léger dans vos CAO. En tout cas, dans SpaceClaim, c'est le cas. Et si ce n'est pas votre expérience, on regarde ensemble. Au niveau de la simulation inverse, on me demande si on peut faire de déformation plastique. J'ai pas regardé, il faut que je suis plus sûr. Je sais qu'on peut considérer l'orthotropie, ce qui n'était pas le cas avant. La plasticité, à mon avis, ça n'a pas encore été intégré. Je peux le vérifier, mais je suis quasi sûr là-dessus. Après, il y a des méthodes pour faire quelque chose qui est quand même pas trop faux là-dessus. Peut-être en discuter si en cas concret. Voilà, donc on va partir maintenant sur les vis, voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus sur ce type de modèle. Donc les vis, il y a des choses qui sont possibles et qui sont souvent méconnues, et qui sont accessibles, à tout le monde, hein. Il y a pas besoin de licence particulier pour déjà réaliser des premières études qui sont extrêmement intéressantes. Donc je vais vous présenter ici, c'est un calibre qui a été réalisé, par la HEARC. Il s'agit ici, d'une vis, alors peut-être je vais faire une petite coupe, je ne sais même pas s'il n'y en a pas une. Non, non, on va la créer, c'est pas grave. Je vais me placer au-dessus. On va faire une petite coupe ici. Voilà. Peut-être j'aurais dû la faire dans la géométrie pour qu'on voit mieux, c'est bon. Ici, c'est vis avec pied-vis. Donc sur la platine, le pied-vis qui est chassé à l'intérieur, la vis qui est vissée dans le pied-vis et qui maintient ici notre pont de barillet. Donc n'hésitez pas à mettre vos pièces telles quelles comme ça, les mailler, et il faut savoir qu'il existe cet outil de pré-contrainte de vis, clic droit, insertion, pré-contrainte de vis, qui va permettre de gérer le serrage au niveau de notre vis ici présente. Donc ça va pré-contraindre la vis du nombre de newtons que l'on définit. Donc ça se fait de cette manière-là. Et si jamais vous n'avez pas envie d'importer les vis, parce que vous trouvez que c'est un petit peu lourd, que le modèle il pourrait aller un peu plus vite ou autre, eh bien n'hésitez pas à créer, clic droit sur connexion, insertion, des poutres. Des poutres, c'est une vis simplifiée. Donc j'en ai créé ici. Je pourrais vous remontrer après comment on les crée. On va l'attacher en bas avec un nœud distant, on l'attache en haut avec un autre nœud distant là où il y aurait la tête de vis.
On lui donne d'une matière, on lui donne un rayon et à partir de cela, il a les rigidités en traction, en torsion, en flexion. Donc c'est la même chose qu'une vis, à part qu'on ne simule pas la tête de vis ici. Voilà. On peut lui mettre de la même manière une précontrainte, on prend la poutre, on la fait glisser sur sa tique structurelle et apparaît alors automatiquement cette précontrainte de vis sur la poutre et on lui fait pareil, 10 et après on verrouille. Lorsqu'on lance le calcul, alors là c'est un calcul qui a pris, c'est du 3D, ça a dû prendre 5-6 minutes, 7 minutes ici. On va regarder sous un cas de charge donnée, c'est-à-dire on précontraint et après on va venir tirer comme si on donnait une accélération à notre barillet. Et on va regarder les pressions de contact. Donc notamment, je vais venir cacher un corps, comme ça vous allez comprendre ce qui se passe. Voilà. On va voir que lorsqu'on met en place la précontrainte des vis, on va avoir des pressions de contact qui sont très bien centrées autour de nos vis. Et ensuite, une fois que notre pont va se déformer à cause de l'accélération du barillet à cet endroit-là, nos pressions de contact vont évoluer. Elles vont partir sur les côtés, elles vont peut-être se réduire à certains endroits, augmenter à d'autres. Si elles se réduisent, c'est un risque de desserrage. Il ne faut pas perdre cette pression de contact entre le pont et la platine. Et de la même manière, on va pouvoir évaluer soit la vis à travers les contraintes parce qu'elle est pleine, ou alors au niveau de nos poutres, les prendre, les faire glisser sur solution et obtenir là-dessus des outils pour les poutres qui sont particulièrement performants et qui vont vous donner des forces axiales, des forces de torsion, des forces de flexion, de cisaillement, que vous pourrez comparer à des valeurs normales limites qu'on peut trouver dans certaines tabelles ou à bac. Donc ça, c'est une démarche qui est déjà très utile pour prendre en compte les effets de précontrainte, estimer le risque de dévissage, on va dire à l'œil, et de risque de casse sur la base de ces valeurs-là. Si vous voulez aller plus loin, il y a d'autres effets qui peuvent être, tout ça sera documenté après dans le PDF. Si on veut aller plus loin, il y a d'autres effets qu'on peut rajouter, les effets de torsion lors du vissage, la considération de la longueur d'engagement, laquelle serait recommandée. Par exemple, donner des facteurs de sécurité rationnels pour le glissement, pas justement le faire à l'œil, mais d'avoir quelque chose de rationnel. Et là, on a notre collègue, du coup, Vincent Constantin, qui a créé une extension, hein, et sur ANSYS, ça se greffe dans ANSYS. C'est basé sur une norme allemande et ça permet de tout ingérer, ces aspects analytiques par-dessus ANSYS. Et ici, une petite démonstration. Et donc, ça permet d'aller plus loin dans l'analyse des vis. Là, c'est un travail de précontrainte de vis qu'on va mettre à une valeur minimale et ensuite à une valeur maximale, ou dans l'autre sens, je ne me rappelle plus comment il avait travaillé. Ça ressemble exactement au même type de tableau que ce que l'on avait dans Mechanical. On est dans l'interface Mechanical en tout cas, à part qu'on va demander beaucoup plus de renseignements. Ça peut se télécharger depuis des bases de données de vis en termes du pitch, des longueurs d'engagement que l'on pense utiliser, etc. Et à partir de cela, on a plein d'informations intéressantes comme les longueurs minimales d'engagement, les contraintes, les marges par rapport au desserrage, les marges, donc ici c'est par rapport au desserrage, juste en dessous c'est par rapport à la fatigue. Et donc on va pouvoir aller beaucoup plus loin pour l'analyse. Donc on va dire étape 1, c'est celle que j'ai montrée, étape 2, eh bien c'est celle qui passe à travers cet outil-là. Puis après là, il fait la variante avec j'ai un coût de desserrage un peu plus élevé ou un peu plus faible. Et qu'est-ce qui va se passer, ici un peu plus faible, qu'est-ce qui va se passer au niveau de nos vis? Et on va se rendre compte que là, avec un couple de serrage plus faible, eh bien c'est plus critique en termes de fatigue. On avait une seule vis en rouge tout à l'heure, maintenant on en a deux. Donc, il y a un couple minimal de précontraintes à assurer au niveau de notre système. La précontrainte, elle nous aide. Donc tout ça, on peut le chiffrer. Voilà. Donc je m'arrête là pour la statique. Je vois que le temps tourne. Je vais passer maintenant à la dynamique. Dynamique, premier conseil, n'hésitez pas à utiliser, que ce soit pour de l'acoustique, mais pas uniquement, aussi ici par exemple pour les aiguilles, à utiliser des analyses modales. On nous pose parfois la question, est-ce que lorsqu'il y aura un contact, une accélération donnée, l'aiguille peut toucher le cadran ou pas? Déjà, on peut faire des analyses modales pour comprendre à quelle fréquence ça va s'exciter, et des analyses transitoires, ça se fait de manière très simple. Pour comprendre sous une accélération comment elle se déforme. D'ailleurs, ici, sous l'analyse transitoire, quand j'ai fait en place cette accélération constante et après je reviens à zéro, on va voir l'aiguille qui descend, qui se met à vibrer en bas et puis ensuite qui remonte. Cette vibration que vous retrouvez là, naturellement, eh bien, c'est la fréquence des 600 Hz du premier mode propre qu'on avait trouvé avant.
Il y a plein de choses intéressantes à comprendre à travers ces aspects-là. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser ou à nous contacter si c'est des aspects que vous ne comprenez pas de prime abord. Voilà. Donc après ça, c'est tous les aspects acoustiques qui vont, par la suite. Donc l'idée, c'est de voir la vibration, de mettre en place, des éléments acoustiques autour qui vont transmettre les vibrations de la boîte à l'air et de l'air à un microphone virtuel. Et comme petite recommandation ici, ça serait lorsque vous utilisez cet outil Coupled Field, et bien de rajouter ce petit, snippet qui va permettre d'éviter d'écrire autant de résultats que ce que Ansys fait par défaut et qui souvent n'est pas requis. Donc, et qui vous permettra d'avoir des modèles beaucoup plus rapides et beaucoup plus légers. Et si jamais il y a d'autres questions là-dessus, bah, on en parle volontiers. RBD, alors ça, c'est un outil qui est, par certains, utilisé très souvent, par d'autres quasiment jamais. En tout cas, moi, j'aimerais juste, bah, vous dire qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser, même si c'est que pour des corps rigides. Je vais vous montrer un petit peu comment le mettre en place pour que ça fonctionne très bien. Au niveau du maillage, avoir des maillages grossiers de ce type-là. Et au niveau des contacts, de toujours demander restitution factor 0 pour éviter des rebonds et RBD contact detection toujours basé sur la géométrie et jamais basé sur le maillage. Comme ça, il considère bien les effets de courbure. Et là, vous aurez des très bons résultats. Au niveau des paramètres d'analyse, je conseille le Runge-Kutta 4 en termes de solver ou alors le Implicit Generalized Alpha. Les deux sont très bien, mais ne pas utiliser les autres qui vous mèneront à des tas de calculs plus longs. Ces deux-là fonctionnent extrêmement bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand on a des pièces flexibles, on se dit bah, c'est pas possible, je ne peux pas le calculer avec un module de corps rigide. Ici, mon ressort, il est censé être flexible. Bien, la démarche que je propose, c'est pas la mienne, hein, elle est assez commune et standard, c'est de d'abord calculer quel serait le couple exercé par le ressort sur le marteau si on faisait une analyse statique et qu'on venait déformer notre ressort. Ensuite, ce couple, on va venir le renseigner dans RBD en lui disant quand le marteau est à telle position angulaire, alors il y a un couple exercé par le ressort sur mon marteau de telle valeur. À l'époque, c'était possible de le faire si on téléchargeait une extension, qu'on l'activait et ensuite on pouvait le faire. Maintenant, pour tout le monde, c'est disponible à travers ces add-ons. On clique sur Variable Load et automatiquement arrive ici dans cet onglet-là, dans lequel on peut dire je vais mesurer la position angulaire de mon marteau et je vais pouvoir définir une tabelle, pardon, c'est pas ici, c'est juste au-dessus, dans lequel je dis quand il est à 0 degré, alors j'ai un couple de temps à newton millimètre. Quand il est à 12,3, alors j'ai un couple de 6,26 newton millimètre. Et puis ça donne ces résultats-là. Voilà. Donc là, on a laissé un degré de liberté au ressort, hein, pour représenter comme s'il était flexible. C'est ça ici l'idée. Pour les gens qui font beaucoup de choses avec LS-DYNA, regardez comment ça se passe quand il y a l'impact avec LS-DYNA, de marteau par exemple qui viendrait heurter une pièce. Ça n'empêche pas de faire un petit calcul RBD en amont. Vous mettez votre mécanisme avec RBD, vous regardez la vitesse de chute. Et ça, c'est des temps souvent qui sont longs à simuler. Et donc avec RBD, ça va très vite, alors qu'avec LS-DYNA, ça prenait beaucoup de temps. Et vous connaissez la vitesse de chute juste avant impact. Et vous commencez alors votre analyse LS-DYNA juste avant qu'il impacte en renseignant comme vitesse initiale celle qui a été calculée par RBD. Donc c'est comme ça qu'on peut valoriser chacun des outils ANSYS et utiliser chaque outil là où ça fait sens. Voilà, pour Motion, ouais, dans les conseils que je peux donner, n'hésitez pas à renseigner des pénétrations maximales que vous souhaitez et jouer uniquement sur le facteur de raideur plutôt que de définir une raideur à la main, notamment dès que vous êtes sur des engrenages. Au niveau des amortissements, depuis on en a fait la demande, on a maintenant la possibilité de mettre des amortissements solver égal à 0. Par contre, pour ceux qui craignent un peu les amortissements, je tiens à préciser un point qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Au niveau des pièces flexibles, il y a un amortissement standard. S'il ne vous plaît pas, déjà il faut le savoir qu'il y en a un. S'il ne vous plaît pas, vous allez les propriétés matériaux et vous allez demander au niveau de votre acier un damping factor bêta auquel vous mettez une valeur toute petite. Et en faisant ça, vous voyez ici, j'ai pris une lame d'un ressort, je la fais fléchir, je la lâche. Par défaut, il n'y a pas de vibration parce qu'il y a un amortissement assez conséquent. Surtout sur des lames très, très flexibles, hein. Si elles sont pas aussi flexibles que ça se voit pas, hein. Mais à partir du moment où je demande un E-10 en amortissement, eh bien dans ce cas-là, j'ai vraiment quasiment 0 amortissement. Vous voyez une vibration infinie avec pratiquement aucune perte d'amplitude au niveau de mon système. De la même manière, pour ceux qui souhaitent utiliser
calculer des couples provenant des contacts dans un point donné. On a une petite extension qui nous a été fournie par ANSYS. Si ça vous intéresse, vous me dites et puis on vous la fournit. LS-DYNA. Alors, avec LS-DYNA, il y a pas mal de petites choses à dire. Je crois qu'il me reste 10 minutes, ça devrait passer. Je vais ouvrir un modèle. Alors, premier point, très important dans LS-DYNA, c'est de toujours demander à avoir des éléments de meilleure qualité. Par défaut, c'est des éléments faiblement intégrés. Et en allant sur Section et en activant le numéro -1, qui s'appelle Fully Integrated Efficient Formulation, vous allez avoir des super résultats en termes de temps de calcul, de précision au niveau des résultats. Et en termes de temps de calcul, ça s'appelle Efficient Formulation parce que ça péjore assez peu le temps de calcul. Donc voilà ici une recommandation. Quand vous avez des précontraintes comme ici, n'hésitez pas au niveau des contacts de demander, alors je ne sais plus quel contact c'est celui-là, d'activer l'option Contact Property Interference et après de jouer sur cette nouveauté qui a été faite aussi à notre demande, de mettre un coefficient. Comme ça, il va permettre de jouer sur la pénétration et la rigidité plutôt ici, et de sortir progressivement de la pièce. La même histoire que ce qu'il y avait avec le RModif, CID 30-1 de la statique, à part que dans LS-DYNA, c'est intégré dans cette ligne-là. Et là, quand on fait cela, on va voir notre contact qui automatiquement va sortir, et après on peut faire notre calcul de chute. Voilà. C'est temps de calcul très court, hein, je suis sur 5 minutes de calcul, je crois, dessus, on pourra aller vérifier après. Ce qui est intéressant dans les nouveautés, si vous avez plusieurs directions de chute, vous pouvez maintenant demander à travers les paramètres d'analyse de dire que vous avez 3 cas de charge. Quand vous verrez, quand vous créez des vitesses initiales, vous pouvez dire le cas numéro 1, je mets telle vitesse dans la direction X, cas numéro 2, je le mets en Y et je l'appelle cas numéro 2, vous voyez. Et quand on va faire solve avec LS-DYNA, il va d'abord calculer le cas numéro 1 et ensuite calculer le cas numéro 2. Comme ça, avec un seul bloc, vous avez calculé différentes directions de chute. Quand vous demandez vos résultats, on va vous demander quel est le case number. Est-ce que je suis en train de regarder les résultats sur le cas de chute numéro 1 ou plutôt, par exemple ici, sur le cas de chute numéro 2. De la même manière, si vous voulez d'abord calculer des précontraintes et ensuite faire des choses à votre système, n'hésitez pas à, je ne sais plus où je l'ai mis, j'arrive à vous, à faire des blocs restart avec LS-DYNA. Boîte, il est ici. Hop. Donc vous créez une première étude à LS-DYNA que pour la récupération d'interférences. Et ensuite, comme ça, vous pouvez mettre plein de blocs qui sont liés au premier en faisant un restart. Et puis il va commencer l'étude après la précontrainte avec ce que vous lui avez renseigné. Voilà là-dessus. Ce travail sur la précontrainte ici, c'est bien de le faire dans le modèle, mais par contre, ça peut amener à des petites vibrations parce que vous voyez, si ça vibre un petit peu et je commence ma chute alors que ça a vibré un petit peu. Je vous remontre au début. Il y a un effet dynamique de récupération d'interférence et donc du coup, ça vibre un peu. Quand c'est assez rigide, on s'en fiche, comme ici. Quand on est sur des systèmes beaucoup plus flexibles, et je pense là notamment à tout ce qui va être guidage flexible, les compliant mechanisms et tout ça, ça se mettre à vibrer énormément. Donc là, la recommandation, c'est d'utiliser un bloc Dynamic Relaxation. Comme ça, il va réaliser le calcul avant le temps zéro pour mettre en place la précontrainte et il va essayer d'amortir la vibration. Pour faire cela, on l'a ici. Je vous montre le modèle, c'est très simple. Hein. Vous mettez votre bloc Dynamic Relaxation ici. Il y aura besoin d'un petit snippet pour demander à garder les résultats de avant le temps zéro, sinon il ne les sauvegarde pas par défaut. Et quand on travaille avec nos déplacements, on peut lui dire « je veux modifier ma pièce avant le temps zéro ». Vous voyez ici, je suis en phase Dynamic Relaxation Only. Tout ce que je fais ici est valide avant le temps zéro. Tout ce que je fais dans celui-là, ici, j'ai rien spécifié, donc est valide après le temps zéro. Une fois mon calcul réalisé, je peux faire clic droit, Open Solver Phase Directory, arriver à regarder mes fichiers de avant le temps zéro, donc D3, DRLF, c'est les fichiers de relaxation. On les ouvre dans LS Prépost et on va constater ici que quand on déforme très vite notre système avec des lames très fines, vous allez voir, je vais le mettre à partir de 0, voilà. Là ici, il est en train de déformer, il le fait sur un temps très court, mais ça vibre très peu parce qu'il met de l'amortissement et ensuite il enlève progressivement l'amortissement parce que la pièce est déjà stabilisée. Et donc, à la fin du calcul, il y a 0 amortissement, mais 0 vitesse.
Et donc là, on est vraiment très propre pour commencer vos différents calculs de je relâche ma pièce, je lui fais subir une accélération, je l'active avec un poussoir, etc., etc. Donc ça, c'est un peu les conseils pour les pièces réflexibles. Puis pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter après là-dessus. Voilà, donc là je passe. Je pense que je vais pas pouvoir tout couvrir, donc pour les parties industrialisation, on en parlera une autre fois. Il y a plein de choses qui sont possibles là-dessus, donc n'hésitez pas à nous dire. Et aussi sur la tribofinition, on a maintenant des outils qui sont très performants pour être capable de regarder l'influence, bien des vitesses de rotation, des tailles des petites pierres dedans, pour, travailler sur la rugosité des pièces. Bon ça, c'est un exemple de cours qui est traité en quelques minutes, j'en parle pas plus. Automatisation, je vais prendre 2 minutes là-dessus. L'idée, c'est n'hésitez pas à utiliser l'assistant d'Ansys, pour faire du Python. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin pour aller dans l'évaluation des résultats, beaucoup plus vite pour créer vos modèles. Donc on a un journaling, vous allez dans Automation, Scripting, vous avez un bouton pour, Recording, comme ça vous faites des choses à la main, vous voyez les lignes de commande qui apparaissent, ça vous apprend à faire du Python. Si vous voulez par exemple avoir un bouton comme je l'ai fait ici, essayez-le, qui permette d'activer automatiquement les grandes déformations quand on clique dessus. C'est une seule ligne de commande à mettre. Je vais dans Analysis Settings, point large deflection égale true, et ensuite je l'enregistre comme un bouton et j'aurai un bouton dans Ansys qui permet juste d'activer les grandes déformations. C'est un exemple tout bête ici, mais pour donner l'idée de ce que l'on peut faire plus tard. Notamment si les scripts APDL que je vous ai montrés vous plaisent pas, vous pouvez les générer automatiquement à travers des boutons à partir du moment où vous avez créé le bouton. C'est assez simple. Là, j'ai écrit un petit script pour calculer le centre faire le Wittgensteiner pour LS-DYNA quand on décale donc le centre de masse au niveau du centre de rotation. C'est requis sur LS-DYNA pour ceux qui connaissent cette problématique-là. J'en avais marre de le faire sur Excel, bon, un petit script, puis c'est fait. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le script, on peut aussi créer des interfaces graphiques différentes, comme ici, auquel l'utilisateur, la vidéo tourne pas, mais auquel l'utilisateur a accès à juste des choses très simples et ça lance un site derrière. Ça, c'est si vous voulez amener la simulation à des gens qui n'ont pas vocation à simuler eux-mêmes. Je pense à la fabrication, etc., etc. Donc nous, ce qu'on peut vous recommander, c'est d'essayer. Oh pardon, je vais un peu vite avec la souris. C'est très sensible. Je sais que ça revienne. Voilà. Ce qu'on peut vous recommander, c'est faites vos propres scripts, demandez-nous s'il y a besoin d'aide. S'il y a besoin d'amener la simulation à ceux qui ne l'ont pas, il y a possibilité de créer des sortes de passes de réponses à travers des simulations qui seront intégrées dans des Excel, de telle sorte que quand on modifie dans Excel une valeur, automatiquement on obtient le résultat comme si on l'avait eu avec ANSYS. Parce qu'avec ANSYS, on aura pris soin de générer ces surfaces de réponse. Si j'ai X et Y comme input, quel serait alors mon output? Et Excel ne fait que se balader sur ces lignes-là. Il y a la possibilité, même si la vidéo apparaît pas là, de créer cela dans des interfaces graphiques plus propres, comme je l'ai montré précédemment, soit à travers OptiSlang pour ceux qui le connaissent, soit à travers des interfaces graphiques maison. Je m'arrête là-dessus, je ne vais pas aller dans le détail, le temps est déjà passé. En tout cas, s'il y a des questions sur tout ce qui est automatisation, on a une énorme équipe là-dessus qui est prête à aider. Et il y a une véritable valeur ajoutée pour les entreprises à se poser des questions sur comment lier les choses entre elles. J'ai le PowerPoint qui a craché, donc vous inquiétez pas, ça a fermé, ça va revenir. Il veut me dire que c'est la fin du webinaire. Il y a trop de vidéos. Donc il y a une véritable valeur ajoutée là-dessus pour les entreprises pour aller plus vite et pour pouvoir connecter les résultats entre eux et pour pouvoir rapporter les informations à ceux qui en ont besoin. Typiquement, par exemple, voilà, un constructeur ou quelqu'un en fabrication qui n'aurait pas vocation à simuler lui-même, qui puisse quand même bénéficier des avantages de la simulation. J'ai retrouvé ma page, donc je vais pouvoir vous montrer la suite. Donc il y a aussi un site internet d'Ansys qui donne plein d'informations sur comment se lancer sur Python. Nous-mêmes, on a plein de formations. Donc vous nous dites ce dont vous avez besoin et on vous dit ce qui est le plus adapté comme d'habitude. Voilà. Parfait. Donc maintenant, n'oubliez pas de nous contacter s'il y a des questions sur tout ce qui est mouvement, sur tout ce qui est habillage, si des cas d'application qu'on peut utiliser sur la base de formation, par exemple. Sur tout ce qui est aussi industrialisation. Donc, il y a plein de choses intéressantes à faire côté industrialisation. Je comprends pourquoi ça a du mal
le PowerPoint, il y a trop de vidéos. Traitement thermique, je m'excuse, je l'avais mis dans le programme, j'aurais pas eu le temps de le traiter. On en parle très volontiers pour tout ce qui est compréhension de température au four en transitoire. C'est des choses très simples, hein, ça vaut vraiment le coup de le faire. Et s'il y a besoin, voilà, de formation, on a des formations standards avec que des cas horlogers. Je pense à statique, RBD, LS-DYNA, Motion. Tout ce que je vous ai montré, ça faisait partie de nos formations. Et après, on a des formations à la demande, automatisation, vis, acoustique, CFD, électromagnétisme, optique, et j'en passe, qui sont basées en partie sur des cas horlogers, mais pas uniquement. C'est pour ça que je les ai mis un petit peu à part ici. Et si vous voulez nous retrouver, bah, nous on est à l'EPAJ, en tout cas Nico et Roberto pourraient les croiser au stand de J63 du 6 au 9 juin. Et puis après on a notre forum, et côté horloger, ce sera monsieur Vincent Calabrese qui sera présent pour montrer son innovation sur comment, quelle solution il a trouvé pour remplacer le spiral sur un échappement. Voilà. Donc je vais regarder les questions, en tout cas pour ceux qui doivent partir à temps, j'ai dépassé d'1 minute. Et pour ceux qui ont un peu de temps, je réponds aux questions maintenant dans les minutes qui suivent.